Donc, bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du Panoraman. Aujourd'hui, nous retrouvons Isabelle Bonora Andoujar, conservatrice chargée des collections d'histoire de l'archéologie au MAN. Donc, c'est une collection qui regroupe de nombreux objets réalisés pour une grande partie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui avaient vocation d'accompagner la présentation des collections archéologiques. On retrouve donc des restitutions, des évocations sous forme de maquettes, de moulages, de galvanoplastie, de tableaux, etc. Donc, au mois de juin, elle a décidé de vous présenter le taureau Giléron, une copie du ritou en forme de tête de taureau découvert à Knossos par Sir Arthur Evans entre 1900 et 1905, qui est aujourd'hui conservé au musée archéologique d'Héraklion en Crète. Donc il s'agit d'un vase à libation daté entre 1600 et 1450 avant Jésus-Christ, à la période néopalatiale crétoise. Et la copie du MAN que nous vous présentons aujourd'hui a, elle, été produite donc plus tardivement au XXe siècle. Donc bonjour Isabelle et merci de prendre quelques instants pour nous en parler plus en détail. Donc je te laisse nous présenter en premier. Donc, bonjour Daphné, merci beaucoup pour ta présentation ainsi que pour coordonner tous les mois ces visites virtuelles dans les collections du MAN. Donc aujourd'hui, je souhaite vous présenter de nouveau une réplique exceptionnelle puisque, et comme vous voyez à l'écran maintenant, en 1910, le alors Musée des Antiquités nationales au château de Saint-Germain-en-Laye acquiert une réplique, un facsimilé tout à fait remarquable. Donc, il est fabriqué en plâtre patiné et doré à la feuille qui reproduit un objet déjà assez célèbre à l'époque, le dit riton à tête de taureau du site de Knossos. En fait, cette acquisition ne va pas être isolée puisqu'elle fait partie d'un ensemble de répliques, de facsimilés qui reproduisent des antiquités minoennes et mycéniennes qui sont acquises par le musée entre 1894 et 1929. C'est un total de 87 répliques et qui sont déjà remarquées et célèbres à l'époque puisqu'elles sont produites par la société Émile Giléron père et fils. Ils sont des artisans, des artistes qui vont contribuer d'une manière très importante à la vulgarisation de l'archéologie, mais aussi à la diffusion d'une certaine esthétique de l'antique. Okay, merci Isabelle. Et est-ce que du coup on pourrait commencer par parler justement de cet original, de voilà qu'est-ce que c'est que un vase à libation, un riton, et pourquoi le taureau? Très bien. Donc, alors effectivement, ce que je vous présente à l'écran est une réplique, mais ici, vous voyez l'original au centre, entouré d'autres exemples de Rita qui sont aujourd'hui conservés au musée du Louvre. Je souhaitais vous présenter quelques exemples que vous pouvez aller éventuellement consulter et visiter. En fait, un riton est un vase à boire, un vase à libation qui est utilisé dans des contextes cérémoniels et liturgiques, tout simplement pour verser du liquide. Comme vous pouvez voir à l'écran, en fait, ils sont fabriqués dans des matériaux extrêmement divers, la terre cuite, le métal, précieux ou pas, le verre, la pierre, et ils adoptent des formes, ce qu'on appelle des formes plastiques, souvent formes d'animaux, ou parfois aussi de formes d'anatomie humaine, et qui acquièrent souvent aussi un profil en forme conique pour faciliter justement ce versement du liquide. Donc, dans le cas qui nous occupe, comme vous voyez à l'écran, il s'agit d'un riton qui reproduit une forme de taureau. Le taureau est l'animal tutélaire de l'île de Crète, à l'époque minoenne, comme nous le rappellent des récits mythologiques assez abondants, notamment le fameux mythe du Minotaure, qui commence par cet épisode initiatique du rapt d'Europe par Zeus transformé en taureau, mais aussi nous le rappelle une représentation du taureau extrêmement abondante, omniprésente dans l'iconographie insulaire. Donc, dans le cas qui nous occupe, donc ce riton original à forme de tête de taureau, comme vous voyez à l'écran, en fait, dans cette section qui a été publiée en 1928, il est creux à l'intérieur et il est perforé à deux endroits différents, l'un sur la partie haute de la tête, derrière les cornes, et une deuxième perforation au niveau du museau, ce qui permet très bien cet écoulement du liquide. Donc, comme tu mentionnais très bien, actuellement, cet original, ce riton est conservé au musée archéologique d'Héraklion en Crète. Toutefois, cette tête, elle fut découverte par l'illustre archéologue Sir Arthur Evans lors des campagnes de fouilles menées sur le site de Knossos, notamment entre 1900 et 1905.
Mais cette tête, elle fut pas trouvée dans le palais de Knossos, qu'on connaît un petit peu mieux, mais à 200 mètres au nord-ouest, dans une structure que vous voyez à l'écran, qui est nommée aujourd'hui le Petit Palais. Pourquoi? Parce que du fait de sa forme, des dimensions, des structures architecturales, mais aussi de ses fonctions, il a toujours été mis en relation avec une occupation d'une certaine aristocratie minoenne. Donc, si je reviens à notre objet original, à notre taureau conservé en Crète, en fait, que vous voyez ici de 3/4, il est aujourd'hui daté, comme tu disais, entre 1600 et 1450 avant notre ère. Et c'est un exemple remarquable de la sculpture sur pierre d'époque néopalatiale crétoise. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette tête de taureau a été sculptée en un seul bloc de pierre, une pierre dure qui s'appelle la stéatite, de couleur noire. Et vous pouvez observer que le rendu très naturaliste, par exemple, de la crinière ou au niveau des plis du cou, contraste légèrement, je vous montre un zoom, contraste légèrement avec cette figuration un petit peu plus stylisée, par exemple, de la pilosité des joues, de la partie frontale de la tête. Et de la même manière, par exemple, le seul œil conservé de ce taureau a été figuré grâce à des incrustations de cristal de roche qui a été peint à l'intérieur pour figurer les pupilles, etc., ces parties de l'œil. Et également, le rebord a été figuré par des incrustations de jaspe rouge, ce qui donne une expressivité forte à la tête du taureau. Et de son côté, le museau est dessiné également par des incrustations, mais cette fois-ci de coquillages blancs. Donc vous voyez, c'est un objet précieux. Il est important également de mentionner que les Rita sont découverts nombreux sur des sites archéologiques en Crète, mais aussi en Grèce continentale, et que pour le site de Knossos, les Rita ont déjà été trouvés dans un nombre très important, environ 18. Mais un autre élément très important à souligner, c'est qu'il s'agit de vases qui sont trouvés dans des dépôts de fondation et volontairement brisés, volontairement cassés avant d'être enfouis. Ce qui est le cas de ce riton qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'il a été trouvé, en fait, endommagé. Donc, la partie gauche de la tête était fragmentaire et les cornes étaient absentes du registre archéologique, ce qui a permis d'imaginer que les cornes étaient fabriquées dans un matériau périssable, organique, dont par exemple le bois. Toutefois, presque immédiatement après sa découverte, sa mise au jour, tous ces éléments fragmentaires et manquants, ont été restitués, ont été restaurés sur l'objet. Pourquoi? Parce que Arthur Evans, avec ses compagnes de fouilles, il menait également en parallèle des campagnes de restitution des objets. Et ce qui est très intéressant dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'il est très probable que ce soit Émile Gilliran père, le fondateur de cette entreprise de réplique, qui ait fait lui-même la restauration de ce taureau, puisqu'il a travaillé sur le site de Knossos entre 1900 et 1924, donc pendant presque 30 ans. Et il travaillait en tant que restaurateur de ces objets. Il est également probable qu'il utilisait cette restauration dans la fabrication de ces répliques. Et je voulais vous lire une citation de Émile Gilliran lui-même quand il dit, et j'ouvre les guillemets, « Mais on n'a pas cru devoir s'astreindre à représenter les originaux dans l'état de délabrement où ils sont aujourd'hui. Les reproductions les montrent tels qu'ils devaient être dans leur intégrité, sous leur forme première qu'on peut en général restituer avec certitude. Quand il était nécessaire de rétablir une partie disparue, la restitution se justifie toujours soit par des restes subsistant dans l'original, soit par des analogies certaines. Vous voyez ce lien créé entre Émile Gilliran, Arthur Evans et cette possible restauration-restitution de l'objet in situ. Ok, et du coup, est-ce qu'on peut considérer que la copie dont on dispose au MAN, enfin la reproduction, elle est très très proche en termes de technique et de fabrication que celle que l'original? Donc, effectivement, pour ça, je vais présenter côte à côte original et copie. Donc, pour que vous voyez effectivement à l'écran, en fait, la copie, la réplique conservée au Musée d'archéologie nationale est une réplique extrêmement fidèle
l'original après la restitution des cornes et la restauration de cette partie gauche de la tête du taureau. Donc c'est une réplique fabriquée en plâtre, comme je mentionnais tout à l'heure. C'est un plâtre patiné, mais il y a également des incrustations pour figurer les yeux. Ce sont des incrustations en pâte de verre. De son côté, les cornes ne sont pas en bois, mais sont également en plâtre armé, qui s'emboîtent au niveau de la crinière, et également ces cornes ont été dorées à la feuille. Donc un élément assez curieux, c'est que ce taureau, cette réplique, reproduit également les deux perforations traversantes de la tête de taureau originale, mais dans ce cas, en fait, elles ne sont pas utilisées pour verser du liquide, mais pour permettre une suspension à la verticale de cette réplique. Et également, un autre aspect assez amusant ou assez curieux de la réplique conservée au Musée d'archéologie nationale, c'est qu'ils sont prévus de pouvoir la présenter à l'horizontale. Et c'est pour ça qu'il a vendé, il a proposé avec cette forme de cache, de couvercle fabriqué également en plâtre, qui s'emboîte parfaitement à l'arrière de cette tête de taureau en réplique, et très probablement pour protéger l'objet, mais également pour protéger la surface d'appui. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la société Émile Giléron, père et fils? Qui sont-ils tous les deux? Oui, tout à fait. Donc très bien. En fait, la famille, en fait, il s'agit. Vous voyez à l'écran ici une photo de Émile Giléron, père. Donc il s'agit avant tout d'une affaire familiale. En fait, et le père, donc Émile, lui, Emmanuel Giléron, qui est né en 1850 au sein d'une famille accommodée d'origine française, mais il est né en Suisse. Il se forme tout d'abord à l'école des arts et métiers à Bâle. Il va poursuivre ses études à l'Académie royale de peinture de Munich, où il va même être portraitiste de Louis Ier de Bavière. Et il achève ses études à Paris, à l'école supérieure de Beaux-Arts, où, entre autres, il va se former à l'archéologie. Il va se former auprès, entre autres aussi, de Léon Heuzé, qui est ce célèbre helléniste. Donc, après ces années de formation, il part en voyage en Grèce et en Albanie avec son frère, et il décide, à partir de ce moment-là, de s'établir de façon permanente dans la ville d'Athènes, alors qu'il est vraiment très jeune. Il n'a que 26 ans. Donc, c'est à partir de 1877 jusqu'à 1900, donc environ une vingtaine d'années, qu'il va s'exercer, il va travailler autant qu'aquarelliste, autant que peintre sur de très nombreux sites archéologiques, dont notamment les sites de Delphes, de l'acropole d'Athènes, ou le site de Mycène. Et c'est justement sur le site de Mycène qu'il va faire une rencontre tout à fait déterminante dans sa carrière, puisqu'il va travailler avec l'archéologue Henri Schliemann. Et donc, avec Henri Schliemann, il va non seulement travailler autant que peintre aquarelliste pour documenter, pour étudier les objets qui sont exhumés lors des fouilles, mais il va également commencer à pratiquer la restauration et la restitution des objets qui sont mis au jour. Et donc, il va développer, à partir de ce moment-là, les techniques de la production de moulage en plâtre, des tirages en plâtre qui va patiner, mais aussi la technique de la galvanoplastie. Donc, vous voyez aussi des galvanoplasties à l'écran conservées au Musée d'archéologie nationale. Donc, dans sa carrière, et ce qui va être fondamental également pour lui, et ce qui va couronner cette activité de peintre, de restaurateur, de mouleur, c'est en fait il va intégrer à partir de l'année 1900 l'équipe de Arthur Evans à Knossos, donc en Crète. Et donc c'est sur le site même de Knossos que va le rejoindre son fils quelques années plus tard, et ils vont notamment travailler sur la restitution-restauration de ces fresques murales aussi célèbres du site de Knossos. Et donc, en fait, effectivement, de la fratrie de 5 fils de Émile Giléron, seulement Émile Giléron fils, qui s'appelle Émile Édouard Giléron, qui est né en 1885, donc suivra les pas de son père. Et donc, il va exceller donc dans cet artisanat ou cette pratique artistique qu'a déjà développé son père, c'est-à-dire la production de copies en plâtre dans la patine, mais aussi dans la technique de l'orfèvrerie. Il va également travailler en tant que directeur artistique du Musée d'archéologie nationale à Athènes. Et il va être ce qu'on appelle aujourd'hui muséographe dans la
présentation des collections minoennes et mycéniennes dans des divers musées au niveau européen. Et si l'on revient un petit peu dans le temps, en fait, dans les années 1894, Émile Gilliéron père va fonder donc cette société éponyme, qui s'appelle Émile Gilliéron, pour la production de facsimilés, de répliques d'objets archéologiques. Donc tout d'abord, ces répliques vont être orientées à un public amateur et il va reproduire, comme vous voyez sur cette carte postale publicitaire, des objets qui sont exhumés, appartenant aux trésors, ils sont exhumés dans les tombes Atholos du site de Mycène. Et il va les reproduire grâce à la technique de la galvanoplastie qu'il va développer en collaboration avec une entreprise berlinoise, la WNF, qui va lui permettre de développer cette technique de la galvanoplastie qui sert, dans ce cas particulier, à travers une technique d'électrolyse, à créer des reproductions en métal. Et c'est donc à partir des années 1900, quand il intègre l'équipe de Evans Agnosos, qu'il va enrichir cette collection par des objets en plâtre, des répliques aussi peintes, et qui vont concerner peut-être des sites un petit peu plus vastes, un petit peu plus divers, comme par exemple Knossos, Vafio ou Phaistos. Et je souhaite remercier ici Christina Mitsopoulou de l'École française d'Athènes qui a très gentiment voulu m'envoyer ces images, puisque à partir de 1911, en fait, on peut observer que dans le catalogue de vente de la famille Gilliéron, c'est un catalogue de vente qui en plus est traduit en allemand, en anglais et en français, il mettra à la vente 144 objets reproduisant des antiquités minoennes et mycéniennes. Donc vous pouvez voir que sa clientèle, non seulement elle s'élargit, mais elle devient internationale. Pourquoi ? Parce que la qualité des répliques qu'il propose, en fait, va intéresser de plus en plus de collectionneurs privés, mais aussi publics, parce que des institutions de recherche, des universités et des musées européens et américains vont acquérir un nombre assez important de ces répliques. Ce qui va faire, en fait, comme je te disais au tout début, ça va permettre de diffuser la connaissance archéologique, mais aussi l'esthétique, une certaine connaissance, réappropriation de l'antique à la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle. Et justement, c'est des objets qui vont intéresser le MAN puisque certains vont être acquis par le MAN. Alors, qu'est-ce qui justifie justement cette volonté de les acquérir ? Très bien, donc c'est une question très intéressante et qui nous ramène aux collections que nous conservons au musée, puisqu'effectivement, et je vous montre à l'écran, le livre d'entrée du musée d'archéologie nationale, en fait, ces objets vont être acquis en 1910, on l'a déjà mentionné. Je me permets de faire un zoom pour vous montrer que cet objet, cette réplique de la tête de taureau du Riton de Knossos, est inscrite sous le numéro 53 347. Je lis « Belle tête de taureau, ronde bosse en pierre noire ». Effectivement, il est en train de décrire, le livre d'entrée décrit l'original. Mais si nous lisons l'encadré un petit peu plus haut, suite des moulages de crête Gilliéron. En fait, comme nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises, cette acquisition n'est pas isolée, elle fait partie d'un lot de 87 répliques facsimilées que le musée des Antiquités nationales à l'époque acquiert entre 1894 et 1929. En fait, simplement une parenthèse pour vous rappeler que la date de 1894 est celle de la création de la Société des Gilliéron. Et comme vous voyez à l'écran, ça reproduit des objets d'une grande richesse, d'une grande fidélité et d'une grande beauté, également reproduisant des objets minoens et mycéniens. Donc c'est en 1921 que alors directeur du musée des Antiquités nationales, Salomon Reynac, illustre archéologue et helléniste, publie le guide illustré du musée. Et donc, dans ce guide illustré, il va décrire très rapidement, très sommairement, l'ensemble de ces 87 répliques dont le parcours proposé dans la salle des comparaisons, la salle d'archéologie comparée que vous voyez à l'écran, et il va décrire très sommairement la vitrine 24. Je fais un zoom pour vous montrer l'emplacement de cette vitrine 24.
nous ne pouvons pas assurer qu'à ce moment-là, parce que la muséographie a beaucoup changé, qu'à ce moment-là, les objets Gilliron soient conservés à l'intérieur. Nous ne pouvons pas zoomer jusque-là, mais c'est la distribution de cette salle. Et je vais vous lire, ou nous allons lire ensemble plutôt la mention de Reynac quand il dit « Vitrine 24, civilisation égéenne ». Cette vitrine contient, outre une précieuse collection chypriote provenant des fouilles de Sénola, c'est-à-dire des objets originaux, il contient des reproductions dues à la maison Gilliron d'Athènes des principaux objets découverts en Crète, fouilles de Sir Arthur Evans, et d'une mission italienne. À Mycène, fouilles de Schliemann et de Tsuntas, à Bafio, fouilles de Tsuntas, etc. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, à l'écran, cette vitrine, et je reviens un petit peu en arrière, cette salle d'archéologie comparée de nos jours contient tout cet ensemble d'objets. Et tu m'as posé une question très particulière. Pourquoi? Donc, parce que, en fait, le musée d'archéologie nationale fut créé en 1867. En fait, avec une volonté très particulière, était un musée innovant et très pédagogique qui voulait mettre en valeur, parler des collections archéologiques et de la naissance de la discipline archéologique. Donc, afin de reproduire le plus fidèlement possible les contextes de découverte, de production de ces objets, en fait, Napoléon III décide de produire et aussi d'exposer en même titre que des originaux, de répliques, des facsimilés d'une très grande qualité. Donc, je reviens à cette diapositive pour lire les paroles de Adrien de Lampérier, archéologue et numismate, et l'un des membres fondateurs du musée d'archéologie nationale, dans sa note de 1863, quand il dit « Il ne faudrait pas hésiter à admettre dans la collection tous les facsimilés fidèles qui pourraient remplacer dans les séries les objets qu'on ne pourrait pas encore se procurer ». Comme ça, nous comprenons l'importance des répliques dans le parcours d'exposition au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, puisqu'ils vont caractériser, ils vont accompagner les collections archéologiques qui sont tout de même le cœur du musée. Et avant de nous quitter aujourd'hui, en fait, dans cette séance du Panoraman, en fait, je voulais tout simplement vous dire que en 2015, l'école française d'Athènes a reçu un don tout à fait exceptionnel, le don des archives de la famille Gilliron, qui est accompagné de la collection, d'une partie de la collection, en tout cas matérielle, appartenant à l'atelier de au moins 3 générations des Gilliron. Donc, ce don a motivé la création d'un projet de recherche pour l'étude et la valorisation de ce fonds et de ces objets qui proviennent de l'atelier. Et je vous invite à le découvrir grâce aux 2 sites que je mentionne aujourd'hui à l'écran. Merci beaucoup Isabelle, ça nous a permis de vraiment mieux comprendre la raison d'être et la présence de cet objet Oman et pourquoi est-ce qu'on le présente aujourd'hui. Et justement, c'est assez intéressant de voir que des objets qui étaient à l'origine faits pour juste pallier au manque de l'impossibilité de présenter les originaux à certains endroits ou juste présentés par certaines personnes qui voulaient les avoir chez eux sans avoir les originaux. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ils sont devenus un sujet d'étude, justement. Tout à fait. Du coup, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous présenter donc ce taureau. Enfin, ce basanisation, ce riton, ce taureau. Et donc, vous pouvez le retrouver Oman jusqu'au 4 juillet. Un peu plus en détail sur notre site internet musée-archéologie-nationale.fr, mais aussi dans le numéro d'Archéologia du mois de juin. Et vous retrouverez donc cet épisode sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve dans quelques semaines pour l'épisode D7 du Panoraman sur l'objet du mois de juillet et du mois d'août, qui sera un objet invité un peu spécial. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci Daphné.